Vendredi 2 juin 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, comme annoncé, le lancement officiel de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de Madagascar s'est déroulé aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalankeli. Un événement pour marquer la souveraineté de Madagascar, mais aussi pour débuter la levée des drapeaux. Le président de la République, Andry Rajoelina, et son épouse, la première dame, Mial Rajoelina, ont honoré de leur présence cet événement en parallèle avec la levée des drapeaux dans toutes les régions de la Grande Île. Reportage de Miar Vulatsfer sur les images d'Yves Janel. À chaque début du mois de juin, les Malagasy se préparent pour la célébration de la fête nationale de Madagascar. Le jour de l'indépendance de Madagascar est une des dates les plus marquantes de la souveraineté nationale à travers la levée du drapeau national. Cette levée de drapeau a débuté aujourd'hui, 2 juin, à travers un lancement officiel qui s'est tenu sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalankeli. Nous devons montrer notre patriotisme et raviver la fierté nationale en ce mois de l'indépendance, selon le ministre de la Défense nationale, raison pour laquelle nous avons tenu cet événement de ce jour. L'avenue de l'indépendance a été choisie pour cette levée de drapeau. Le drapeau national nous rappelle la liberté selon le président de la République et le respect des compatriotes qui se sont sacrifiés et qui ont donné leur vie pour la liberté afin d'atteindre cette indépendance. Le président Andry Rajoelina appelle tous les Malagasy de lever leur drapeau. Après la cérémonie officielle pour marquer le début de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance, les officiels ont visité l'exposition sur l'histoire de Madagascar et sur l'armée malagasy et qui célèbre également son 63e anniversaire. Malagasy Mrein, Malagasy Manjus ou Malagasy solidaire, Madagascar en développement, tel est le thème de cette célébration de la fête nationale du 26 juin. Toujours en présence du couple présidentiel, le départ de la caravane médicale Sarbiduniek a eu lieu ce jour au stade Baria Mamasn. Elle rejoindra la partie nord et la partie ouest de l'île pendant 2 semaines. Cette caravane est organisée par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président Mial Rajoelina, le ministère de la Santé publique ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS. La caravane médicale Sarbiduniek a pour objectif de fournir des soins de santé gratuits à la population dans les 119 districts. Le président de la République, Andry Rajoelina, et son épouse, Mial Rajoelina, ont justement assisté à son départ au stade Baria Mamasn ce jour. Miar Vulatsfer et Yves Janel toujours. L'année 2019 a marqué le début de la campagne sanitaire Caravane de la santé qui est organisée conjointement par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, le ministère de la Santé publique, l'OMS et les différents partenaires. À ses débuts, une seule voiture était utilisée et 4 ans plus tard, pour cette édition, 14 voitures ont pris le départ aujourd'hui au stade Baria Mamasn. Des efforts particuliers ont été faits, a indiqué le ministre de la Santé, afin que la population puisse bénéficier des soins de santé gratuits ainsi que des médicaments. Cette caravane qui est organisée pour rendre disponibles les soins de santé de qualité au niveau de la communauté pour que toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son rang, reçoit les services afin que personne ne soit laissé de compte. Et ça répond à 3 objectifs qui sont les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir celui de couvrir toute la population qui a besoin de services. Le deuxième objectif est celui de rendre disponibles plusieurs services. Nous avons plusieurs services qui sont dans les caravanes. Dans les différentes caravanes, c'est des services qui sont différents. Et le dernier objectif, c'est celui d'offrir les services gratuitement. Parce que ce n'est pas payant, n'importe quelle personne peut accéder à ces services de la caravane. C'est dans ce contexte que les partenaires techniques et financiers soucieux aussi de l'amélioration de la santé de la population malagasy pour vous soutenir, c'est Madame le couple présidentiel, aux soins de santé primaire de qualité pour l'accompagnement et la réussite de l'objectif de la couverture sanitaire universelle, qui est une activité programmatique, parce que ce n'est pas maintenant que ceci commence. Les partenaires techniques
et financiers ont soutenu les caravanes précédentes, soutiennent celles-ci et soutiendront ceux qui vont suivre, monsieur le chef de l'État. Le secteur de la santé est l'une des priorités du gouvernement. Outre cette action Sarbidni-Ek, le président de la République a annoncé aujourd'hui que 28 hôpitaux ont été implantés à Madagascar au cours des 4 dernières années et 4 mois. Au cours des 4 années de la caravane médicale, il a été constaté qu'elle était devenue un moment tant attendu par les compatriotes de toute l'île. En effet, à titre d'exemple, la mammographie et la radiographie, très coûteuses à réaliser, sont gratuites lors du passage de la caravane. Il y a aussi le dépistage et la prise en charge pour la malnutrition, le VIH, le diabète, l'hypertension artérielle, les soins dentaires et hépatiques, ainsi que la santé maternelle et infantile et les différentes vaccinations. Le planning familial et le dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus ne sont pas oubliés. Il existe également différentes campagnes de lutte contre la violence. Et durant ces 4 années d'existence, cette caravane est passée à Nalamangue, dans la partie sud de l'île, à l'est et au sud-est. Pour cette campagne qui a débuté aujourd'hui, la caravane sillonnera la partie nord et la partie ouest de l'île pendant 2 semaines. Pour la première partie, la caravane passera à Talatavulnunch jusqu'à Anzuzurbe. La deuxième partie empruntera la R1 et passera par Arivunmam, Analavour et atteindra Tiruanumadid. Elle rejoindra ensuite Ankasbe, Maïvatanan, Mampkoun et Port-Berger. Toujours dans le cadre de la santé, environ 18 000 survivants de VBG ont bénéficié de prise en charge psychosociale, médicale et judiciaire. Plus de 400 femmes ont été soutenues dans la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. 4 250 kits de dignité distribués aux femmes vulnérables et plus de 350 leaders sont engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Tels sont les résultats obtenus grâce au projet Prévention et réponse aux violences sexuelles et basé sur le genre à Madagascar, initié par l'UNFPA depuis le mois de juillet 2022 et financé par le Norvège. Reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal et Braz Denilson. Plus de 6 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales. Et plus d'un tiers des femmes malgaches seraient victimes de violences physiques, sexuelles ou encore émotionnelles. Par ailleurs, 2 filles sur 5 entrent en union conjugale avant l'âge de 18 ans et le mariage avant l'âge de 15 ans touche près de 13%. Face à cette dramatique situation, l'UNFPA a mis en place le projet de prévention et réponse aux violences sexuelles et basé sur le genre à Madagascar. 5 bonnes pratiques ont été appliquées, notamment le renforcement de l'implication des hommes pour faire respecter les droits des femmes et promouvoir l'égalité femmes-hommes, la bonne synergie des acteurs de prise en charge répondant aux bénéficiaires, l'utilisation des médias et des nouvelles technologies, l'autonomisation économique des femmes à travers la formation et l'accompagnement des femmes bénéficiaires et enfin la mise en place de la brigade féminine de proximité. Grâce à ce projet, plus de 18 800 survivantes de VBG ont bénéficié de prise en charge psychosociale, médicale et judiciaire. Plus de 427 femmes ont été soutenues dans la mise en œuvre de leur activité génératrice de revenus. 4 250 kits de dignité ont été distribués aux femmes vulnérables et plus de 350 leaders sont engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, des recommandations ont été faites lors de la présentation du rapport de ce projet de l'UNFPA financé par le Norvège, présentation qui a eu lieu au Carlton House ce jour. Il s'agit entre autres du renforcement du cadre institutionnel et juridique, de la prévention continue des VSVBG, de la prise en charge complète, intégrée et de qualité, de la gestion des risques, de l'appropriation et la pérennité, et enfin du renforcement de la gestion du projet.
Dans la page socio-économique de ce soir, le Rouva de Madagascar s'ouvrira au tourisme durant la semaine du tourisme du 13 au 19 juin prochain, selon un communiqué sorti par la Confédération du tourisme de Madagascar. En parallèle, divers événements se tiendront durant cette semaine du tourisme. Fanjessena Amiri nous en dit plus. Dans 15 jours, à partir de mardi 13 juin jusqu'au lundi 19 juin 2023, se tiendra la semaine du tourisme à Madagascar. Cette semaine sera marquée par l'ouverture officielle du Rouva de Madagascar. Ce palais, appelé anciennement Palais de la Reine, qui regorge d'histoire de la royauté malagasse, sera ouvert aux Malagasy et aux touristes. Parmi les événements qui marqueront cette semaine du tourisme figure la rencontre entre les acteurs dans le domaine du tourisme à Madagascar et des opérateurs touristiques étrangers à travers l'ITM ou International Tourism Fair, qui se tiendra du 15 au 18 juin prochain au CCI IVAT. Cet événement entre dans le cadre de la promotion du tourisme à Madagascar. En outre, des remises de distinction honorifiques aux opérateurs touristiques se feront en parallèle avec l'opération Tanamar qui sera effectuée dans la ville haute selon le programme communiqué par le CTM ou Confédération du tourisme de Madagascar. Dans les actualités de ce jour également, la réhabilitation de tous les chemins de fer de Madagascar entre dans le cadre de la réforme du transport ferroviaire. Les traverses des chemins de fer ont été changées en béton au sein de l'usine de l'État 6 à Muramang. Après le retour de la ligne ferroviaire Muramang à Tuamasn, cette usine produit également les traverses en béton pour les chemins de fer utilisés par le train urbain Antananarive actuellement. Le train urbain qui sera opérationnel avant la fin du mois d'août selon le ministre du Transport dans ce reportage d'Amienne Martina et Sechanjenap. Cette usine est implantée non loin de la gare de Muramang. Elle produit également les traverses des chemins de fer en béton. La construction de cette usine entre dans le cadre de la réforme et du redressement de la société Madarel, dont la construction a été appuyée par l'État selon les explications. Cette usine pourra produire 800 traverses de chemins de fer en béton par jour. Un matériel qui suit les normes européennes. Les traverses de chemins de fer en béton qui sont utilisées actuellement ont été produits ici, selon les explications, notamment pour la ligne ferroviaire reliant Muramang et Tuamasn. 70 employés malagasy y travaillent actuellement. La mise en place de cette usine est une opportunité pour le district de Muramang. L'usine ne cesse de produire actuellement car c'est ici qu'est fabriquée les traverses de béton pour la ligne ferroviaire du train urbain à Antananarive. Le train urbain qui est actuellement en pleine installation et sera opérationnel très bientôt, selon le ministre des Transports. Durant l'ouverture de la ligne ferroviaire reliant Muramang et Tuamasn, le ministre des Transports a profité de l'occasion pour visiter l'usine. Dans les actualités sportives, le ministre de l'Économie et des Finances, au nom du président de la République et en son nom personnel, a octroyé une aide à l'équipe Inkway U19 qui participera à la Coupe du Monde de basketball qui se tiendra en Hongrie du 24 juin au 2 juillet prochain. La remise de cette aide s'est tenue ce jour au Palais des Sports. Mamasn. Christelle Rakoutmalal nous en dit plus. L'équipe de basketball Inkway U19 est qualifiée pour la Coupe du Monde de basket des moins de 19 ans qui se tiendra en Hongrie du 24 juin au 2 juillet prochain. Ils sont en pleine préparation actuellement. Pour concrétiser l'engagement numéro 13 du président de la République András Rajdsman, qui est de faire du sport la fierté du pays, le ministre de l'Économie et des Finances, Rabarnirinarsson Rinja Asnbel, au nom du président de la République et en son nom personnel en tant que marraine des Inkway depuis 2022, a octroyé une aide financière et matérielle à cette équipe ce jour au Palais des Sports Mamasn. Cette équipe quittera le pays pour rejoindre la Serbie le 13 juin prochain. La Fédération de Madagascar de basketball et les entraîneurs ainsi que les Inkway U19 ont remercié le gouvernement pour ces aides. Cela démontre qu'aucune discipline n'est oubliée par ce gouvernement. Parlons toujours des Inkway de Madagascar. Justement, les Inkway de Madagascar ont terminé le championnat mondial de basket 3x3 qui a eu lieu à Vienne, en Autriche, par une victoire. En effet, ils ont battu la France sur le score de 21-20 lors du troisième et dernier match d'hier soir. La sélection malagasy a ainsi terminé la compétition sur une bonne victoire. Le tir de loin de Livio à la dernière seconde a donné la victoire à l'équipe malgache pour une première participation à une telle compétition d'envergure mondiale. Les Inkway n'ont pas à rougir de leur parcours. Rappelons que les Malgaches ont disputé 4 matchs dans le cadre des éliminatoires de groupe. Ils ont perdu 3 fois.
Dans les actualités internationales de ce soir, le Zimbabwe a adopté une loi, la dite patriotique, criminalisant toute atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national. Un texte terrible et aux contours flous, dénonçant l'opposition et ONG qui craignent des dérives liberticides moins de 3 mois avant les élections générales. France 24. C'est promouvoir le patriotisme et l'amour du pays. Le nouveau projet de loi au Zimbabwe est loin de faire l'unanimité. L'opposition dénonce une atteinte à la liberté d'expression et un texte qui permettrait au gouvernement de faire taire les critiques. Nous sommes très inquiets de l'instrumentalisation de cette loi et de l'abus de la majorité au Parlement pour faire passer des lois draconiennes. Il s'agit évidemment d'une répression de la démocratie et de la liberté d'expression. Approuvé par le Parlement mercredi, le projet de loi prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour toute atteinte à la souveraineté de l'État et à l'intérêt national. Un langage flou qui fait craindre le pire à de nombreux Zimbabwéens, et notamment que la loi ne serve d'instrument pour museler l'opposition. Une inquiétude d'autant plus vive que le gouvernement a dans la foulée annoncé la tenue d'élections générales en août prochain. Ils espèrent que la loi va semer la peur au sein de l'électorat et de l'opposition, car elle arrive à la veille des élections. Emerson Mnangagwa, qui espère briguer un deuxième mandat à la tête du Zimbabwe, est déjà vivement critiqué pour sa gestion autoritaire du pays. En février, il approuvait notamment une loi controversée, soumettant les ONG à un strict contrôle de l'État. Et des feux de forêt hors de contrôle font monter les températures jusqu'à 30,7 Celsius à Toronto et 34 à Montréal. L'Est du Canada est en proie à une vague de chaleur causée par les feux de forêt. France 24 nous en dit plus. Ce que rapportent les pompiers sur place qui combattent les incendies dans cette province de l'Atlantique, de la Nouvelle-Écosse. Ils disent combattre des flammes qui peuvent grimper jusqu'à 100 mètres de haut dans une partie du Canada qui n'est pas du tout habituée à avoir à affronter ce type de catastrophe naturelle. Dans la région d'Halifax, d'abord, cette capitale, ce cœur économique de la province de la Nouvelle-Écosse, mais aussi depuis quelques heures au sud de la province, dans le comté de Shelburne, où les médias rapportent avoir vu déplacer 6700 personnes qui ont dû trouver refuge un petit peu plus au nord. 50 infrastructures, habitations diverses ont déjà été détruites et les pompiers sur place reçoivent l'aide maintenant de l'armée canadienne qui apporte bien sûr son expertise pour lutter contre ces feux qui sont désormais, c'est officiel, les plus importants que la province a jamais connus depuis qu'elle enregistre ces données. François, qu'en est-il du reste du pays? En sont les autres incendies? Effectivement, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, le Canada fait face à des températures extrêmes et ça devrait continuer, disent les experts. Ici, à Montréal, il y a quelques heures encore, selon Météo Canada, le record a été battu. Le record de 1892, qui était de 31,7 degrés, a été battu. Il faisait 34 degrés ici à Montréal il y a quelques heures. Et dans le nord de la province du Québec, de nouveaux départs de feu dans ce qui est un territoire de plus en plus sec et de plus en plus précocement sec dans l'année, ont en fait provoqué la coupure d'électricité majeure qui a privé les Montréalais, plus de 100 000 Montréalais, de lumière et d'électricité pendant plusieurs heures. 100 000 autres Québécois ont été touchés un peu plus au nord par ces coupures d'électricité. Et bien évidemment, on en a parlé à l'antenne, ces feux qui ravagent les prairies, le centre du Canada et notamment la province de l'Alberta, où plus d'1 million d'hectares sont déjà partis en fumée. 60 feux sont encore actifs, là, un tiers environ sont jugés hors de contrôle. Les pompiers sur place reçoivent déjà l'aide de pompiers américains et c'est finalement tout le Commonwealth qui est en train de venir en aide au Canada, puisque des pompiers d'Afrique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande sont attendus ces prochains jours. Et après la Chambre des représentants, mercredi, le Sénat américain a approuvé hier soir l'accord trouvé entre le président démocrate Joe Biden et l'opposition républicaine pour relever le plafond de la dette du pays et ainsi éviter un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques. France 24.
Effectivement, c'est un résultat qui était attendu, surtout depuis que mercredi de cette semaine, l'autre chambre, la Chambre des représentants, avait voté massivement en faveur de cet accord transpartisan. On le rappelle, un accord rédigé par Joe Biden et Kevin McCarthy, le leader de la majorité républicaine à la Chambre basse. Vous l'avez dit, 63 voix contre 36. C'est en proportion une expression parlementaire franche et surtout équivalente au vote de la Chambre des représentants, justement. Le contraste se trouve ailleurs en réalité, et ce contraste nous rappelle qu'il y a parfois, on peut dire souvent même, un décalage entre la gravité des propos tenus par les meilleurs orateurs des deux camps, un décalage entre la catastrophe annoncée et la réalité de ce qui est éprouvé dans le fond par le législateur. Côté démocrate comme côté républicain, et tout particulièrement parmi les extrêmes des deux bords, on a quand même entendu des scénarios du chaos qui prédisaient un effondrement de l'économie américaine, la récession, la baisse de la note du pays sur les marchés financiers et une crise économique équivalente à celle de 2008 qui se serait répercutée par ondes successives un peu partout sur la planète. Rien de tout cela n'est arrivé. Le débat politique, lui, en revanche, a été largement stimulé, sans doute en préparation de l'élection qui s'approche, et le tout sur fond de primaires au sein des deux partis, on le rappelle. Quelques déclarations intéressantes, malgré tout, sont sorties du Sénat. Cette nuit, on retiendra celle de Mitch McConnell, le chef de file des Républicains à la Chambre haute, qui rappelle que le relèvement du plafond de la dette est concrètement une forme de redéfinition du budget de l'État, en quelque sorte, mais qu'il n'empêchera pas les sénateurs de voter, si cela était nécessaire, une augmentation du budget de la défense, par exemple, qui, on le rappelle, n'a pas été touchée. Une augmentation du budget de la défense pour faire face notamment à la menace chinoise, à la menace russe, ou concrètement à quiconque menacerait l'équilibre des États-Unis et du monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Pour la suite de votre programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Data avec Mirvoula Tsfer et tout de suite après, votre film John Wick. Sur ce, très bonne continuation et très bonne fin de soirée sur Viva. Au revoir.